C'est l'heure d'une semaine dans le monde, bienvenue. Cette semaine, on va parler avec nos éditorialistes de la bataille de Mossoul qui se prépare, des bombardements d'Alep qui continuent, de l'enterrement de Shimon Peres et puis de l'élection américaine, sans oublier bien sûr la primaire de la droite française. J'ai le plaisir de recevoir ce soir tout d'abord Nicolas Vado, bonsoir, dessinateur pour Le Vif Express et l'Écho, mais aussi vice-président de Cartooning for Peace, qui nous a amené quelques dessins comme d'habitude. En plateau également avec nous Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Et on a le plaisir de recevoir également Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, auteur de La guerre civile qui vient. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Thierry Guerrier, journaliste politique. Tout d'abord, Ziad Limam, la guerre de Mossoul, la bataille de Mossoul qui se prépare clairement. On a vu ces 8 rafales partir ce matin. Barack Obama qui renvoie des troupes supplémentaires. On imagine, on entend parler d'une offensive qui commencerait au mois d'octobre et qu'on attend depuis fort longtemps. On imagine une offensive qui commencerait au mois d'octobre, dont on ne sait pas grand-chose à part les éléments, j'allais dire, c'est pas quelques rafales qui vont changer la donne stratégique sur le terrain. C'est une bataille qui se prépare, c'est une bataille dont on sait qu'elle est à la fois essentielle sur le plan militaire et symbolique, mais qui n'est pas non plus la bataille décisive et finale qui permettra de dire que l'État islamique a disparu. Celle-ci se fera à Raqqa. Le problème de l'État islamique, c'est que dans sa formation actuelle d'État, entre guillemets, il disparaîtra peut-être, mais est-ce que ça fera disparaître les combattants djihadistes? Est-ce que ça fera disparaître des gens qui vont se fondre dans la nature, qui vont jeter leur calage pour en reprendre une autre un peu plus loin? Ça, c'est une vraie question. Et le dernier point, c'est la capacité des forces irakiennes et leur configuration. Moi, je ne suis pas un spécialiste militaire, mais leur configuration, c'est-à-dire est-ce que ça va être des forces majoritairement, excusez-moi, chiites, soutenues par, etc. Donc, il y a tout cet aspect-là. Et puis, je crois aussi que nous, en tant que journalistes, moi, je ne suis jamais allé en Irak, mais je crois qu'on n'imagine même pas ce que ça veut dire Mossoul. C'est quand même une ville, je crois, de plus de 2 millions d'habitants. Donc, on imagine une superficie, on imagine des ruelles, on imagine une espèce d'entrelacs urbain qui doit être absolument incroyable. Et on se demande de qui va aller, l'arme au pied, reprendre cette ville presque, j'allais dire, quartier par quartier. Ou en tous les cas, on a vu, par exemple, dans un cas que je connais assez un peu mieux, qui est le cas de Sirte en Libye, comment le temps qu'il a fallu pour atteindre le centre de Sirte, pour être sûr que les derniers éléments, et encore on n'en est pas sûr parce que certains d'entre eux se sont évanouis dans la nature, les derniers éléments de l'État islamique avaient été battus. Donc je pense que c'est une grosse affaire et dont on ne maîtrise pas, peut-être, moi je ne suis pas militaire, mais tous les éléments militaires. Thierry Guerrier, on imagine une bataille qui sera compliquée, qui risque d'être longue, mais si on imagine que ces forces rassemblées, puisqu'on a une certaine unité de la volonté des uns et des autres en Irak, on n'a plus tellement en Syrie, pour chasser l'État islamique du territoire irakien, que ça représenterait un sérieux coup tout de même à cette organisation dont on a beaucoup parlé ces dernières années, qui tire quand même une bonne partie de sa force de ce territoire qu'il tient. Je pense qu'au moins pour des raisons politiques et symboliques, évidemment, ça explique l'entrée, c'est une des raisons qui explique l'entrée du groupe aéronaval français, du Charles de Gaulle, des Rafales, dans cette pré-bataille de Mossoul. Il fallait que la France, à cet égard, qui est en pointe, à la fois comme victime première, comme première cible de Daesh, et en pointe dans la lutte contre l'État islamique, il fallait que la France soit présente. Donc elle le fait de cette façon, sans pour l'instant d'informations sur des troupes au sol, car sans doute l'état-major français et l'exécutif ont présent à l'esprit les éléments que Ziad à l'instant nous donnait. Yvan Rioufol, on avait vu la France renforcer son engagement dans le combat contre l'organisation de l'État islamique suite aux attentats, comme nous le rappelait à l'instant Thierry, en France. Plus facile de le faire en Irak en ce moment qu'en Syrie, c'est clair. Mais en Syrie, en tout cas dans cette bataille d'Alep, c'est exactement l'inverse qui se dessine sous nos yeux, c'est-à-dire une non-coordination, une incapacité qu'ont eu les Occidentaux à désigner l'ennemi, un ennemi commun. Pour les uns, c'était Assad, pour les autres, c'était Daesh. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on nous assistons, en tout cas avec ce martyr d'Alep, à une guerre par procuration. Dans le fond, vous avez d'un côté l'Arabie saoudite qui règle ses comptes avec l'Iran, de l'autre côté, vous avez les Russes qui règlent leurs comptes avec les États-Unis, la Turquie qui se mêle également à cela pour y trouver son compte. Et donc, on est dans un imbroglio qui devient incompréhensible. Et ce qui se joue aujourd'hui, dans le fond, c'est que cette bataille de la Syrie se gagnera à Alep, a priori. Donc on peut penser que le vainqueur d'Alep sera le vainqueur de cette guerre. Or, le vainqueur d'Alep, on le voit déjà survenir, ce sera Poutine, bien sûr, avec ce grand paradoxe
de voir Poutine vainqueur de cet islamisme radical qu'il bombarde, parce que maintenant ce sont des islamistes qui sont dans le quartier est d'Alep, et donc de voir Poutine plus l'Iran, c'est-à-dire un régime autoritaire plus un régime théocratique, prétendre assumer la défense d'une sorte de démocratie face à un totalitarisme islamiste. Donc on est dans une aberration intellectuelle totale, et bon, c'est la folie des hommes, voilà. Nicolas Vado, le 19 septembre, quand ce cessez-le-feu d'Alep avait commencé avec cette idée d'une coordination militaire qui suivra entre la coalition menée par les États-Unis et les Russes pour s'en prendre justement aux djihadistes de l'organisation de l'État islamique à Raqqa, nous paraît tellement lointaine. Il s'est passé tellement de choses et justement la destruction d'Alep nous a fait un peu oublier quel était le véritable ennemi commun de tous. Oui, et puis j'ai quelques dessins qui sont pas très rigolos évidemment parce que les dessinateurs essaient de marquer avec des images ce qui s'est passé. C'est un peu des historiens visuels du quotidien, on va dire. Et j'ai ce dessin de Osama Hajjaj qui est très triste, mais qui est assez beau. C'est un calendrier et on a la litanie des bombes qui tombent. On va le voir à l'écran. Et on commence par le dimanche, vous voyez. Le dimanche, c'est un peu plus rose. Et puis le reste de la semaine, voilà ce qui se passe. C'est un dessinateur jordanien. C'est un dessin qui est assez fort parce qu'il montre... Il ne dit pas grand-chose, mais il montre beaucoup. Ce dessin du Suisse Chapat aussi, qui est très bien, ça c'était la table de négociation. Et en effet, c'est des dessins qui ont été faits il y a même pas 10 jours, ou il n'y a même pas une semaine, et ça paraît déjà très loin. J'ai des dessins très percutants, très poignants de Pierre Kroll en Belgique, dans le soir, où vous voyez, il y a marqué « Je suis Alep ». C'est un dessin très simple, et en fait, plus ces dessins sont simples, et en général, plus ils rentrent dans l'inconscient du lecteur, parce que justement, cette simplicité face à l'horreur marque encore plus les esprits. Et vous parliez de Poutine. J'ai des dessins de Kishka. Je ne sais pas si c'est un dessin qui est récent de Kishka, mais ce que j'adore dans ce dessin, regardez, c'est la tête de Poutine. Et regardez, en quelques traits, on a toute l'ambivalence de Poutine. On a d'abord le sourcil en hauteur comme ça, qui nous montre quelqu'un comme un regard d'enfant, et ce regard biaisé en dessous. Et Poutine, c'est vraiment ça. Et ce que Kishka a très bien retranscrit dans ce dessin-là, je trouve, en 2 traits, on comprend toute l'ambivalence du personnage de Poutine. Alors, on le sait encore ce soir, Ziad, les Américains et les Russes se sont entretenus par le biais de leurs ministres respectifs des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov qui rappelle que le problème à Alep, c'était les groupes soutenus par la coalition menée par les États-Unis et qui étaient responsables des violations. Et finalement, les Russes qui gardent la main totalement. On a vu les voix s'élever ces derniers jours de la part de pratiquement tout le monde pour appeler à la fin de l'horreur de ce qui était en train de se passer à Alep. Les Russes et les Syriens ne s'arrêteront pas. Bon, Assad l'avait dit, il a dit la guerre se finira quand j'aurai reconquis la Syrie. Donc du côté syrien, on a une idée à peu près claire de l'objectif du gouvernement de Damas. Du côté russe, on a une idée assez claire. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste militaire, mais il y a une stratégie russe du combat. C'est-à-dire, nous, on est très impressionnés, mais les gens ont oublié que la Russie a rasé la Tchétchénie. Qu'il y a une espèce d'approche un petit peu comme ça, de bombardement massif, sans état d'âme. Qui est à la fois sur le plan tactique et à la fois sur le plan politique, quelque chose d'imposé au monde. Et Yvan a raison, cette bataille est devenue extrêmement importante parce que si Alep tombe, c'est la victoire du régime de Damas, c'est la victoire de la Russie, c'est la victoire de l'Iran, et donc c'est essentiel. Ce qui est terrible dans ce conflit, on l'a dit 25 fois, c'est que c'est le prix, le coût humain, les pertes en vie humaine que plus personne ne contrôle. Je pense aussi que quand Barack Obama partira, je pense que dans 3 ou 4 mois, il y aura aussi une relecture de la position américaine sur cette histoire syrienne. Parce que si on regarde bien, c'est à partir quand même du moment, et certains étaient d'accord avec ces décisions, c'est à partir du moment où Obama a dit « je n'interviendrai pas militairement en Syrie » et que les Français se sont retrouvés dans le vide et qu'il n'y a pas eu d'intervention, que la situation a dérapé. Si on regarde bien aussi, c'est que la crise des migrants intervient massivement après cette décision, donc il y a plus d'1 million, 2 millions de Syriens qui quittent. Qu'est-ce qui se passe? L'Europe est déstabilisée, Merkel, Donc on voit ces espèces d'effets de souffle. C'est pas une crise propre à la Syrie, c'est une crise qui nous entraîne, qui nous englobe. Avec quand même, malgré tout, dès le départ, une incapacité à désigner quel était l'ennemi, parce que rappelez-vous quand même les alliances très curieuses qu'avait pu faire la France à l'époque avec Al-Nosra, qui n'était qu'une filiale d'Al-Qaïda. Al-Nosra était notre allié, on a armé Al-Nosra. Et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Laurent Fabius, assurait à tout le monde, à ceux qui voulaient l'entendre, que Bachar el-Assad ne tiendrait pas que quelques jours.
Et donc, il y a eu quand même, là aussi, des erreurs diplomatiques et peut-être aussi une erreur plus généralement de stratégie de la part de Barack Obama, qui, avec son soft power, pensait pouvoir être exemplaire devant tout le monde. Et je pense que ça a démontré, au contraire, bien sûr, que cette stratégie-là, de pacifisme, dans le fond, d'homme du prix Nobel de la paix, n'avait rien d'intimidant, en tout cas pour les brutes épaisses. Et là, dans ce cas-là, n'a pas fonctionné, Thierry Garry. C'est-à-dire que je m'interroge, moi, en l'occurrence, dans la foulée de ce que vient de dire Yvan, sur le camouflet que pourrait représenter pour l'exécutif américain, mais il va changer, donc peut-être qu'on l'aura oublié, mais en tout cas pour Barack Obama et peut-être pour François Hollande, la posture extrêmement agressive, légitime, bien sûr, au vu des images et des crimes réalisés par Bachar el-Assad, mais le camouflet que pourrait représenter un Bachar el-Assad remis en quelque sorte symboliquement sur son trône dans quelques semaines via Poutine. Qu'est-ce qu'il en sera et comment on fera? Moi, je pense que c'est la honte de l'Europe, c'est la honte pour l'Europe, parce que l'Europe est le grand absent, le grand absent de ce que je redoute. Et la France est le grand absent également. Le raisonnement de Barack Obama, c'était pas totalement du pacifisme. Il a dit, il s'en est expliqué d'ailleurs dans un article remarquable qui a été publié par The Atlantic, il a dit on n'a pas les moyens de mener cette guerre telle qu'on nous demande de la mener. Les articles font rarement les victoires. Oui, mais c'était son explication. Et la deuxième chose, c'est que je pense aussi qu'il y a un fantasme russo, etc., de voir revenir sur le trône Bachar el-Assad, parce qu'il y a aussi le conflit syrien, il ne faut pas l'exclure. Il y a aussi l'explosion de la Syrie, la myriade d'entités qui s'est créée avec un vrai fond ce qui veut dire que c'est totalement impossible pour vous. Donc c'est impossible de retrouver la Syrie d'avant. Est-ce qu'il en sortira celle de demain? N'oublions pas dans ce conflit qu'il y a également des Français qui combattent aujourd'hui dans les rangs islamistes. Donc c'est aussi ça le drame de la France, qui parfois est obligée de bombarder presque ses propres enfants. C'est sur des cas de figure qui ont aussi existé. Je voudrais qu'on dise un mot tout de même avant la fin de la première partie de Shimon Peres. Nicolas Vado, vous avez quelques images? Oui, j'ai quelques dessins, et alors, évidemment le son de cloche est différent si les dessins proviennent d'Israël ou s'ils proviennent d'ailleurs. Il y a ce dessin-là de Uri Fink, qui est un dessinateur israélien. Je ne sais pas si c'est un dessin récent, mais qui montrait Shimon Peres, qui est un des pères fondateurs d'Israël et qui a été dans la politique pendant tellement longtemps, comme le lapin du Racel, vous savez, le lapin du Racel qui ne s'épuisait jamais et qui, au bout d'un moment, s'est épuisé. Il y a ce dessin de Kishka qui est très bien, et ça nous fait un petit cours d'histoire en dessin, parce que j'ai dû vérifier qui était qui. Donc vous avez, aidez-moi à ranger, on reçoit bientôt un nouveau locataire. Vous avez évidemment Ben Gourion, vous avez derrière Rabin et le roi Hussein, et puis vous avez Sadat et Begin. Alors ce qui est marrant, c'est que Arafat, lui, il est tout seul, donc il a dû faire la paix tout seul apparemment. Mais je trouvais ça intéressant de voir ce dessin, parce que ça permet de faire une remise en place des personnages. Et puis évidemment, vous avez un son de cloche qui est différent chez Soa, qui est une dessinatrice franco-libanaise. On peut l'interpréter comme elle veut, mais l'homme de la paix, on voit que la paix en dessous de lui, elle s'est délitée petit à petit. Et puis il y a un dessin très dur de Hassan Bleibel, qui est un dessinateur libanais et qui lui n'a pas oublié évidemment le massacre de Cana en 1996, quand Shimon Peres était Premier ministre. Donc le son de cloche qu'on voit à travers les dessins est différent selon l'endroit où l'on se trouve au Proche-Orient. Alors on va voir ce qu'en disent les médias. Myriam Mellal nous a rejoint, et sur la question de ce qui se passe en Syrie, également sur ces obsèques qu'on a vues aujourd'hui à Jérusalem. Alors la Syrie, et notamment Alep, envahissent la toile avec des images tout aussi dures les unes que les autres. C'est vraiment incroyable, et c'est très difficile d'ailleurs d'en montrer. J'en ai choisi une. Nous, à France 24, on a choisi de ne pas montrer les images trop difficiles. Juste pour vous donner une idée de toutes ces images qu'on retrouve, souvent celles d'enfants. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont parfois encore plus dures. Ce ne sont pas forcément les images de mort et de violence et ensanglantées qui sont les plus dures, mais celles des survivants. Alep, c'est vraiment un thème qui est très traité sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Vous avez beaucoup de personnes qui s'indignent notamment contre l'impuissance de nos politiques. C'est un article dans Slate. Et puis vous avez l'auteur qui s'interroge, est-ce que la vie d'enfant ne serait pas une valeur assez bien pour nous? Donc énormément d'articles et d'interrogations à ce sujet. Vous avez aussi une comparaison qui a retenu l'attention des internautes, celle de Jean-Marc Ayrault, qui a comparé, donc le chef de la diplomatie française, qui a comparé Alep à Sarajevo. Alors le journal Le Monde a interrogé un spécialiste, Ziad Majed, pour qui c'est plus gros
Grozny que Sarajevo. On peut comparer à Sarajevo par rapport au blocus, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais pour lui, c'est plus Grozny. Et d'un point de vue de droit international, il dit qu'on s'éloigne de plus en plus des crimes de guerre et qu'on se rapproche de plus en plus du crime contre l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'on cible de plus en plus les civils, leur infrastructure. Les bombes utilisées par les Russes, visiblement, touchent aussi les sous-sols où se trouvent des dispensaires, des hôpitaux. Et c'est dans cet aspect-là qu'on peut parler de crime contre l'humanité. Donc, on est en train de franchir une autre étape pour ce spécialiste. Vous avez aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui essayent de se mobiliser. Regardez ce hashtag Holocauste Aleppo. On le retrouve beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et puis des artistes qui essayent de s'exprimer. Cette carte de la Syrie ensanglantée. On retrouve énormément d'essais, de tentatives de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Des photos, Myriam, mais aussi des dessins qui viennent dénoncer ce qui se passe à Alep. Exactement, j'ai trouvé beaucoup de dessins, j'en ai sélectionné que 3. Vous avez ce dessin d'un Sharq al-Awsat de Amjad Rasmi qui est très intéressant parce qu'on voit le régime syrien qui s'adosse sur les États-Unis, sur l'oncle Sam pour tirer et pour commettre des massacres. Et on voit les États-Unis qui regardent dans une autre direction. Cette direction, c'est les élections américaines. Donc on a l'impression, en fait, le message, c'est que la Syrie profite du fait que de l'impuissance américaine ou de sa préoccupation pour autre chose, pour avancer et pour essayer d'obtenir la reddition des rebelles à Alep. Et puis, vous avez ce dessin dans le Quds al-Arabi où cette fois, c'est plus la Russie qui est visée. Vous avez cette table des négociations dans la paume de la main des Russes. Vous avez Bachar al-Assad et l'opposition qui regarde vers le pouce qui n'est autre qu'un canon. Donc, on voit aussi le message, on comprend très bien le message. Et puis, ce dessin que j'ai trouvé extraordinaire, c'est John Kerry qui essaye de ranimer une colombe en 1000 morceaux, j'ai envie de dire, sur une table d'opération. Et le titre, c'est « Opération de paix au Moyen-Orient ». Donc, c'est dire si la situation est critique et si les internautes s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe à Alep. Merci beaucoup, Myriam Amelal. Avec une idée donc, de ce qu'en disent les internautes, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie d'Une semaine dans le monde.